Alors, difficile de savoir combien il y a de cercles au-dessus des Bilderberg CFR, mais si on suit le principe maçonnique de la pyramide à 13 étages, est-ce qu'on compte à partir du bas, on devrait pouvoir deviner, c'est eurasien. Je sais pas s'il y a des. Je sais pas s'ils se comptent comme ça. Moi, oui, il y a certainement peut-être encore d'autres organisations. Ça, il y a des organisations très secrètes, hein, le Bohemian Groove aussi, vous connaissez. Hein. Pour certains, c'est des organisations très fermées, hein, où ils font des sectes. Alors on connaît les images qu'avait réussi à avoir Alex Jones. Hein, une image ô combien célèbre, où on voit cette chouette et puis on ne sait pas trop ce qu'ils font, s'il y a un sacrifice, on entend des cris des gens avec visiblement des capes et des tenues un peu... ça fait limite rire, quoi. Ça fait, donc finalement, oui, je sais, ces images-là ont fait le tour du monde, elles sont assez incroyables. Quand on s'intéresse en plus au sujet et qu'on va gratter un peu là-dedans de façon scientifique, il y a quand même des éléments qui corroborent en tout cas ce qu'on voit sur ces images, à savoir qu'il existe des rites proto-judaïques, hein, donc qui datent vraiment des milliers d'années. Alors ça a été travaillé, entre autres, je parle d'un livre qui s'appelle La Clé d'Iram de Robert Lomas et Christopher Knight, et qui traite de ça, et qui est parti rechercher un peu ces rites. Et dedans, effectivement, lui parle d'une chouette Moloch, etc., de rites. Alors je tiens à préciser, c'est un livre du début des années 90, hein, donc pas du tout bien antérieur avant les images d'Alex Jones. Ça, il faut quand même le préciser, hein, qui n'a absolument rien à voir. Il n'y avait même pas Internet à l'époque, on ne pouvait pas t'accuser de conspirationnisme. Et puis en plus, ce sont des gens très sérieux, ce sont des ex-francs-maçons, ils s'en cachent pas. D'ailleurs, ils décrivent tous les rites francs-maçons, etc., dans le livre aussi. Et ils ont étudié... en particulier donc les textes de la communauté de Qumran. Donc vous savez, ce sont des textes qui ont été retrouvés sur des plaques de cuivre qu'on avait découvert dans des grottes de la mer Morte en Israël. Hein. Et donc ces gens-là décrivent parfaitement effectivement certains rites. Et ce qui est assez étonnant, c'est de voir là évidemment la corrélation directe avec les images qu'on voit d'Alex Jones et la description des chouettes, etc., de Moloch, de Baal, etc. Donc c'est très intéressant. Il débunk. Alors d'ailleurs, c'est d'autant plus intéressant puisque, pour faire une petite parenthèse sur le livre, à un moment donné, il est complètement en accord avec aussi les thèses développées par certains historiens africains qui parlent de la supercherie, donc de l'esclavage des Juifs en Égypte, sachant que les Égyptiens ne pratiquaient pas l'esclavage. Hein, ça, c'est même admis par les égyptologues officiels. Et c'est tout l'inverse, c'est plutôt une prise de pouvoir par des Juifs sur l'Égypte, et qui a duré 200 ans, et pour lesquels ensuite une des familles réussit à reprendre le pouvoir, et effectivement, il ne tue pas les Juifs, il les exile. Et donc, c'est complètement différent. Et bon, il parle de cette falsification de la Bible, effectivement, par rapport à ce premier exil. Donc c'est très intéressant là-dessus. Alors, qu'est-ce que me dit? Il faut aussi dénoncer le réseau des Mumbliens qui complotent en douce et préparent un putsch sur Meta TV. Méfie-toi, te passe sur ça un collier avec des compléments alimentaires ou des vitamines, ne les mange surtout pas. Tu m'étonnes, mon cher Jacques Ojac. Le complot des Mumbliens, je le connais très bien aussi. On les met sous surveillance. Et alors, tu me dis, Alassou me dit à moi qu'on redonne du sens au mot démocratie, ce système est tel qu'il est, compris, encourage le capitalisme, et sans capitalisme, la démocratie n'évolue pas. Bah justement, peut-être qu'il est nécessaire, il est temps de non seulement d'abattre cette démocrature pour faire naître une démocratie, et au passage d'abattre le capitalisme, et de faire naître sur ses cendres un nouveau système économique qui ne soit plus basé sur ni la croissance, ni la domination, ni la compétition. Qu'on enlève les caractéristiques qui tuent le système en soi. Hein, et ça, si on le met sur, comment dire, comme il dit Étienne Chouard, il faut le mettre sur papier avant, parce que c'est vrai qu'on se fait à chaque fois carotter sur les révolutions, parce qu'à chaque fois on fait la révolution, puis après, on laisse ils vont écrire les choses pour nous parce qu'on ne sait pas quoi faire. Non, il faut se battre pour un projet de société, il faut se battre pour un projet politique, et le projet politique, il existe déjà avant la bataille. Et il a tout à fait raison, que c'est maintenant qu'il faut s'organiser. Qu'est-ce qu'on me dit? Tête de la main à la commission droite. Ah bon, eh ben, écoute, c'est à force de parler. Alors, qu'est-ce que tu me dis?
Alors, les seules alternatives à la démocratie théorisée connue sont le marxisme, le fondamentalisme, le fascisme et l'anarchie. Bah écoute, faudra en théoriser peut-être une autre, hein, la démocratie directe, voilà. Non, je sais pas, on va essayer d'inventer un nouveau système. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Pour toi, quelles sont les solutions doit-on apporter aujourd'hui pour délégitimer cette oligarchie dictatoriale aujourd'hui afin d'éviter toute guerre civile? Ça, c'est une super question. Ben, pour la délégitimer, je pense que déjà, il y a l'histoire. Ça, c'est fondamental, c'est de connaître l'histoire, parce que l'histoire, elle est complètement galvaudée. Il faut savoir d'où on vient, il faut savoir qui étaient nos ancêtres. C'est très, très, très important, donc de revenir aux sources, le retour aux sources. Et ensuite, pour la délégitimer, on a tous les arguments en main, puisque tout est contre eux. Il suffit de voir le système de la redistribution sociale, le système de la répartition, le système de notre économie, comme je disais, basé sur la compétition, basé sur la croissance, basé sur une consommation et la surproductivité. Voilà, un système qui est malsain par essence, un système qui ne met plus les facteurs humains en son centre, c'est-à-dire la santé, etc. Non, ça on s'en fout complètement, hein, puisqu'on est dans une logique consumériste totale, donc jusqu'à la déshumanisation, hein, c'est-à-dire il n'y a plus de limite, hein, puisqu'une fois qu'on aura la déshumanisation, vous savez bien que le capitalisme, après, il va encore s'ouvrir sur une nouvelle phase qui est sans limite pour lui dans les produits et dans ce qu'on pourra vous proposer. Hein, puisque ça va aller de l'humain génétiquement modifié à, je sais pas, la prostitution ultra légalisée, mais ça pourra être une prostitution même pédophile et machin, et que sais-je encore, puisque la déshumanisation totale nous amènera à évidemment accepter toutes les formes capitalistiques. Et c'est toujours plus loin qu'on entraîne les gens. Donc pour l'arrêter, moi je pense qu'il faut, c'est comme les vieilles casseroles, il faut s'en lier à ce qu'il y a de plus solide. Et ce qu'il y a de plus solide, c'est pour ça que les gens qui soutiennent justement l'enracinement, etc., ils ont parfaitement raison. Ça, c'est des choses qui sont enracinées, qui sont solides. Hein. Quand vous êtes déraciné, un coup de vent, il s'envole. Hein. Et ben voilà, c'est revenir à solide. Et revenir au solide, c'est revenir à notre histoire, revenir à notre valeur. Alors, je ne fais pas de prosélytisme. Hein. Pour moi, je ne défends aucune religion. En revanche, je suis vraiment un grand partisan d'un retour à la spiritualité, quelle qu'elle soit justement dans son ensemble, une spiritualité. C'est-à-dire que l'humain ne se projette pas justement comme dans ce projet de nouvel ordre mondial à la juste vision d'un court terme qui s'arrête le lendemain, tu vois, après son désir de satisfaction qui ne sera jamais inassouvi puisque réactivé constamment par le besoin, le manque et la publicité, etc. Donc pour que tout ça s'arrête, il faut s'enraciner certainement dans ce qu'il y a de plus concret. Hein, vous voyez, revenir à la terre en plus, voilà, c'est la terre, voyez, on crée la terre, il lui avait dit, Buren Stenas, le thé, la terre, voilà, on revient et on se plante. Hein. Alors, ce ne sont pas de simples personnes citoyennes, pour autant elles n'apparaissent pratiquement pas sur le devant de la scène, et pourtant ce sont souvent elles qui détiennent le pouvoir économique. Et oui, c'est vrai, les Warren Buffett, les George Soros, etc. C'est pour ça qu'il ne faut pas cesser de les dénoncer, de les montrer. Hein. Mais effectivement, les gens, les grands détenteurs du capital, du pouvoir financier ne cherchent pas à faire la promotion et à prendre les coups par devant. Ils se passent bien de cette publicité, d'être sous les feux de la rampe et se contentent bien d'être derrière et de pouvoir tirer les manettes. Hein. Ce sont le principe des marionnettistes. Hein. Vaut mieux être derrière et puis comme ça vous ne prenez pas les coups. Puis si ça ne va pas, vous pourrez toujours vous barrer. Alors le nouvel ordre mondial sont des projets qui sont utilisés par la force physique morale qui font du peuple un véritable pantin. Ouais. Alors entièrement d'accord, The Bouddha. Et justement pour pallier, pour contrer ce projet machiavélique, hein, parce que c'est un véritable projet de société mondiale. Hein, ce n'est plus là même on peut rejoindre justement une forme de mondialisme et d'internationalisme dans le sens où effectivement le combat qui est mené contre ces forces est un combat mondial parce que le nouvel ordre mondial n'a aucune limite territoriale, aucune limite culturelle ou quoi. Il s'imposera partout où il pourra. Hein, et avec la force, il le faut, il nous l'a montré.
quitte à semer le chaos. D'ailleurs, c'est en semant le chaos que c'est beaucoup plus facile pour lui de s'imposer. Donc le nouvel ordre mondial ne lâchera pas. Hein. Ils vont chercher à s'imposer dans tous les pays, par tous les moyens. Et effectivement, les réseaux sont son bras armé. Hein. C'est un peu le cheval de Troie. Alors c'est le cheval de Troie, voilà, on a parlé des ONG, tout à l'heure on parlait des ONG, c'est exactement ça. Les ONG, on le sait, on en avait parlé en plus ici, on avait l'émission avec Bruno Mercier, où on en avait pas mal parlé sur le rôle des ONG et de la façon dont elles étaient à la fois au service des intérêts des grandes puissances, puisque souvent ce sont des agents de renseignement, etc. Et en plus de ça, elles tiennent un rôle auprès de ces grands projets, de ces grands objectifs, pour imposer des campagnes, voilà, comme on l'a vu, une campagne pour libéraliser le sexe au Congo, ou une campagne de stérilisation au Malawi, etc. Ils ont tout un tas de projets dans leur fagot à chaque fois, et les gouvernements de ces pays, bien trop faibles ou trop corrompus, souvent ne peuvent pas s'opposer évidemment aux puissances qui sont derrière ces organisations qui paraissent comme ça souvent anodines et toujours sur des prétextes humanitaires. Hein. N'oubliez pas que ça c'est le cœur, c'est toujours des prétextes humanitaires. C'est le principe même de l'ordre mondial de fonctionner sur un espèce de principe pseudo-humanitaire dans lequel on vous explique que c'est pour votre bien, c'est le monde inversé, il ne faut pas oublier toujours le monde inversé. Alors, le blason de Bruxelles représente Saint-Michel terrassant le dragon représentant un diable. Quand on sait que Bruxelles c'est la capitale de l'Union Européenne, c'est quand même machiavélique. Bah oui, mais c'est un rapport avec apparemment l'alchimie aussi, hein, cette histoire. On aurait pu en parler avec Buren Stenas, mais l'histoire du blason de Bruxelles, c'est très très alchimique, avec Saint-Michel, voilà, qui terrasse le dragon et tout ça, ce sont des symboles alchimiques. Il en parle aussi d'ailleurs dans un de ses reportages où il va sur la grande place de Bruxelles, et il décrit très bien ce symbole. Alors oui, alors après, d'un point de vue alchimique, évidemment, c'est peut-être symbolique, ils sont partis s'installer à Bruxelles, une sacrée alchimie, j'ai envie de dire, parce que là on cherche à mélanger autant de matières différentes et en faire une seule matière. Et j'ai l'impression que c'est la TNT qu'ils ont créée sans le vouloir. Alors c'est assez malin quelque part, parce que quoi qu'il arrive, si le projet réussit, ils auront affaibli et détruit les nations, et s'il ne réussit pas, ils risquent quand même de détruire les nations. Vous voyez, dans les deux cas, ce projet est une diablerie, une véritable malédiction, parce que même en cas d'effondrement de l'Union européenne, franchement, moi je le souhaite, je vous l'ai dit, sans se cacher, je sais que vous en êtes plein et qu'on a conscience hein, on va dire de la nocivité de cette organisation. Si cette Union européenne s'effondre, elle peut aussi, au passage, effondrer certains pays et faire des grosses vagues, parce que ce sera un véritable tsunami. Donc, vous voyez, dans les deux cas, il y a une nocivité. Mais je préfère quand même le moindre mal qu'il y ait un effondrement de l'Union européenne, que chacun reprenne sa souveraineté et fasse le ménage chez lui. Hein, ce qui paraît le plus logique, d'ailleurs. Alors, le nouvel ordre mondial ne nous pâchera pas, mais nous non plus, c'est Camarade Résistante qui nous dit ça. C'est exactement ça le principe. Hein. La machine, vous voyez, la résistance se nourrit aussi de leur oppression. Alors l'oppression grandit, la résistance grandit. Hein. L'un se nourrit de l'autre. Hein, vous voyez, c'est ça la force. C'est ce système qui est en train de se confronter, hein. C'est tout à fait logique. Hein. Le système il grossit, il montre son visage, il devient de plus en plus méchant. Et en face c'est pareil, ça grossit, et l'un se nourrit de l'autre, et plus l'autre se nourrit, plus l'autre grossit. Et à la fin il n'en restera qu'un. C'est comme Highlander. Voilà. Alors, qu'est-ce que me dit? Ne confondez pas les réseaux avec les relations sociales. Les réseaux dont règles précises ne sont pas de simples connaissances par convergence de sujets d'intérêt. Ouais, non, certainement pas. Hein. Non plus, je pense que les réseaux, ils ont des énormes intérêts. Ceux qui sont là, en tout cas, il y a une espèce de contrôle qui s'exerce. On comprend bien que dans cette pseudo-république, dans cette démocrature,
les gens qui arrivent à des postes, en fait, clés, des postes stratégiques, appartiennent à ces réseaux. Donc ces réseaux, noyettes, on va dire, ils ont comme ça tissé la toile, en fait, hein, de tout le spectre du pouvoir, et à tous les endroits clés, on met des personnes et des personnalités qui appartiennent à ce cercle. Semble-t-il, je veux dire, ça c'est logique, pour les contrôler, hein, pour les influencer, pour savoir ce qu'ils font. Hein, ça leur ôte toute forme d'indépendance, puisque cette personne, pour moi, c'est quasiment être sous contrôle. Et ensuite, alors quelle est la part justement d'influence? À quel point la personne, est-ce qu'elle prend des ordres directement? Est-ce qu'on lui donne des consignes? De quelle mesure elle suit ce qui a été décidé? Après, pour moi, ça s'observe dans les actes. C'est comme ça qu'on peut décrypter de quelle façon voilà, les personnes ont été influencées ou non. Hein, mais on le voit, dans les actes, ça paraît clair. Ça paraît très clair, hein. Les actes parlent plus fort que les mots. Quand on voit, voilà, on a donné l'exemple de Christine Lagarde, mais on pourra en donner d'autres. Hein. Il y avait Thierry Breton, c'était pareil, c'est un grand homme de réseau. On voit les gens qui appartiennent en général à toutes ces organisations. Ils appartiennent tous quand même à un milieu qui est absolument la représentation de ce monde complètement élitiste, complètement, j'ai presque envie de dire fermé sur lui-même, complètement déconnecté. Hein, ils appartiennent tous à cette hyperclasse. Hein, c'est lié. Dedans, vous ne trouverez pas de gens qui soient à la fois on va dire des résistants un peu sincères. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas appartenir aux deux mondes. On le voit bien. Il y a vraiment une dichotomie absolue de la réalité et cette réalité imaginaire, parce que pour moi c'est une réalité créée. Elle est tenue par ces réseaux. Quoi. Ces réseaux sont au cœur, hein, du processus de décision de pouvoir. On l'a vu, l'affaire Dieudonné. Le CRIF a montré, et nous montre chaque jour, l'influence du réseau. Quand vous voyez François Hollande qui va se coucher littéralement, hein, puisqu'il l'appelle président, le président du CRIF. Alors, je veux bien, mais c'est un président d'association quand même. Monsieur le président, on lui donne du monsieur le président, on croirait le président des États-Unis. Enfin non, mais c'est incroyable. Et c'est du cirage de pompe, on se couche littéralement. Donc ça montre, ça démontre l'absolue puissance. Puis c'est la même chose de l'autre côté aux États-Unis. Hein. Quand vous avez Obama, il va à l'EPAC, il n'y a absolument aucune différence. Hein. Obama à l'EPAC, il se couche de la même façon. Il vous dit Israël, la capitale c'est Jérusalem, c'est la capitale une et indivisible. Il vous explique que la sacro-sainte sécurité d'Israël, on n'est même plus, hein, le langage, hein, il faut faire très attention au langage. C'est plus du tout du langage politique ou diplomatique là. On est dans le langage religieux. On parle de la sacro-sainte sécurité. C'est la sécurité d'Israël élevée au rang d'une sanctification absolue. On n'avait jamais entendu ça. On n'utilise pas, vous voyez, ce genre de terme pour la sacro-sainte sécurité même de la France ou de l'Europe, même des États-Unis eux-mêmes. C'est quand même extraordinaire. Même pour les États-Unis, ils ne méritent pas cette sainte sécurité venue de Dieu, c'est-à-dire avec tout ce qu'on peut apporter. C'est quand même extraordinaire. Donc, à voir, en tout cas, ces réseaux. Je vois que l'heure avance, donc on va faire une petite pause. Tu penses que ça empêche Salim de dormir le soir? Eh ben, on verra. Je rentre dans vos conversations. Eh ben, on va faire la petite pause, puis on revient juste après. Hein, voilà, et on me dit, pour que Topa puisse s'hydrater pendant la libre antenne, faites un don. Eh ben, il n'y a pas de souci, il y a Spartacus, ouais, du rhum, non, pas trop, mais du thé, oui. En plus, on a du très bon thé à la bergamote. Donc voilà, on se retrouve juste après. À toi, Steph, à la... Voilà, de retour après la pause. Hein, on a vu la mauvaise foi de Elisabeth Lévy et son double discours, hein, quand elle est... sur, je sais plus si c'est France Inter, je sais plus quelle grande radio, et puis quand elle est en face de Dieudonné, tout d'un coup, elle n'admet pas la toute-puissance du CRIF, hein, ce qu'elle admet publiquement ailleurs. Donc pourquoi cette mauvaise foi pour ne pas donner raison à Dieudonné? D'ailleurs,
Elle a plus que tourné sa veste, puisqu'aujourd'hui elle admet que les spectacles de Dieudonné ne sont pas antisémites et qu'il faut arrêter, il faut calmer le jeu, machin. Bon, c'est une espèce de double discours. La toute-puissance du CRIF en France n'est plus à démontrer. Justement, l'affaire Dieudonné, ça a quand même été l'exemple absolu. Puis c'était quand même assez incroyable de voir ce déferlement donc médiatique. C'est-à-dire que quand la machine médiatique veut s'emballer, on voit bien que c'est le CRIF qui donne le ton. Et d'ailleurs, c'est eux aussi qui ont donné le ton de la fin de la récréation, on peut dire, quand tout ça est un petit peu retombé, quand Kuckerman a dit non mais d'un coup oui, mais non, mais il y a des gestes qui sont antisémites que devant les trucs qui sont des synagogues ou des lieux de mémoire, mémoire. Et donc voilà, sinon tout ça ne pouvait pas être antisémite. C'est évidemment le mec qui fait la quenelle au bord de la montagne, ou comme le trois quarts des photos de quenelle de gens qui font des quenelles partout pour symboliser. On le sait très bien, c'est un fuck au système, c'est un gros bras d'honneur. D'ailleurs, c'était bien vu peut-être justement d'avoir repris le mot bras d'honneur, parce que oui, c'est un gros bras d'honneur, c'est un gros fuck au système, la quenelle. Après, ça a dépassé, évidemment, ce qui les a énervés, c'est que c'est juste, vous voyez, encore une fois, c'est réseau contre réseau, puisque finalement, nous, la résistance, nous formons, pour moi, la dissidence forme un réseau. Alors un réseau en plus désorganisé, un réseau sans tête, un réseau... c'est un réseau de pieds nickelés, on dirait presque, mais c'est un réseau justement puissant quand même, un réseau puissant par son aura, puissant de plus en plus par sa dimension. Et la quenelle, ça a été à un moment donné une espèce comment dire, de rassemblement, de signes, justement comme dans les réseaux, des signes de reconnaissance, voilà. Et puis c'est parti à toutes les sauces, c'est parti dans plein, évidemment dans tout un tas de délires, et puis à un moment donné, ça les a énervés. Ça les a énervés, surtout quand il y a des hommes politiques qui ont pensé à se faire queneller, qui ne savaient pas ce que c'était. C'est assez drôle. Ça a commencé d'ailleurs avec l'histoire de Valls. C'est Valls et les quenelles avec l'histoire, puis Canal+, qui a lancé le là avec, vous savez bien, comment il s'appelle, Yann Barthès, qui est venu pleurer. Oh, on est venu me faire des quenelles dans mon émission, machin. Et puis 2 jours après, il y a une photo qui sortait où il était en train de faire des quenelles 2 ans avant. Bon, il a dit ah non mais je savais pas. Puis le CRIF, il lui a donné en plus l'absolution. Il avait un permis un laissez-passer de quenelle. Donc on a décrété non, lui il ne savait pas. Donc il était absous évidemment de toute suspicion d'antisémitisme, absolument. Il avait le tampon qu'il fallait, vous voyez, l'influence de ces réseaux, encore une fois. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Ce serait bien de partager une playlist des diffusions de musique ou de reportages. Oui, mais c'est plus compliqué pour le moment, mais pour ce qui est des playlists, il y aura un nouveau système qui va se mettre en place et ça va considérablement améliorer la possibilité de retrouver, parce que justement les programmes sont annoncés, vous pouvez les retrouver, mais ça nécessite des investissements financiers, comme d'habitude. C'est toujours, on en revient toujours à la même règle, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, Kuckerman, l'ancien employé des Rothschild, oui, tout à fait, grand employé des Rothschild, oui, il a fait toute sa carrière dans la banque, etc. Oui. Ouais, il y a un CV d'entrée, effectivement, qui fait un peu plus flipper. Oui, on se dit, on voit tout de suite qui il défend, quel intérêt il défend. Et c'est ce monsieur-là, évidemment, qui donne le là. On voit bien qui met à l'amende les ministres, qui met à l'amende le président de la République. Voilà, ils ont supplanté cette République du réseau, justement, aujourd'hui apparaît au grand jour. Je pense que c'était quelque chose qui était sous-estimé, justement, derrière l'argument, vous savez, justement, le complot judéo-maçonnique, etc. Et aujourd'hui, on voit bien l'attitude à la valse, comme on le voit dans la vidéo, ça prend de moins en moins avec de moins en moins de gens. Il y a toujours encore quelques imbéciles, mais ils sont de moins en moins nombreux. La preuve, Valls, quand il s'est fait accueillir à Rennes, vous avez tous vu les images, c'est pire que de la quenelle. Je veux dire, voilà, et c'est un peu, je pense, que ce qui s'est passé à la gare de Rennes, ça peut se reproduire encore partout ailleurs. Valls va finir et prend le même chemin que Sarkozy, c'est-à-dire que lorsqu'il va se déplacer, il sera obligé d'avoir un cordon de sécurité, de policiers tout autour, à des kilomètres autour, pour empêcher
d'avoir des images qui soient néfastes à sa communication et pour garder le calme et nous faire croire à une mise en scène parfaite. Sarkozy, il a fait ça pendant 5 ans. Vous savez, c'était un dispositif très au point de la droite. La droite, d'ailleurs, a été, j'ai envie de dire, assez innovante dans cette manière de communiquer, justement, de carrément nous faire des faux films. Ouais, on avait Sarkozy, alors on gardait les manifestations loin, et puis tous les journalistes étaient aux ordres. Faut qu'ils se rappellent quand même la période Sarkozy, dans laquelle ils ont collaboré complètement au pouvoir de Sarkozy. Puis ils l'ont lâché dans les 6 derniers mois. C'était flagrant, c'est pour ça qu'on savait qu'il n'y avait aucun doute qu'il n'allait pas se faire élire. Déjà, la détestation dans la population, mais la façon dont le système l'a lâché. On sentait bien que là, c'était terminé. C'était plus... il n'avait plus les appuis des grands médias. Je veux dire, il se faisait allumer dans les éditos par les mêmes qui, pendant 5 ans, nous ont dit qu'ils étaient en béatification totale devant Sarkozy et toute sa politique. Là, d'un coup, ça devenait l'homme à abattre, c'était un bilan exécrable, etc. Et donc, on sentait bien que le système l'avait lâché. Vous voyez. Ça aussi, c'est ça l'influence des réseaux. On voit bien la température. Alors, le problème, c'est que toute la société suit dans ce délire de lobbying, tout le monde veut être à la place du CRIF. Anicet de Villepot, mais je suis super d'accord. En plus, ils ont démultiplié, parce qu'ils veulent que ce soit un véritable système de société. Alors avec le CRAN, avec le CFCM, voilà, on en arrive. Alors, il y a la LDJM, on avait invité d'ailleurs Maître Achoui, on va le réitérer l'invitation, mais qui vient nous expliquer un peu son projet, parce que ça s'inscrit dans cette logique, effectivement, d'une communautarisation totale de la société. C'est une société à l'américaine, où les communautés donc s'écharpent constamment dans une lutte des gènes sans fin et sont représentées par des associations qui finalement ne sont là que pour noyer le véritable cœur de ce que devrait être la seule lutte en vérité dans la société, qui est la lutte des classes, puisque cette lutte de réseau, justement, cette multiplication des réseaux maintenant qui sont officiels, voilà, puisqu'on le voit avec le CRAN, le CRUF, le SMURC, etc., tout ce qu'on crée pour soi-disant représenter des communautés, en fait, nous écarte du combat principal, qui est la véritable lutte des classes. Parce que finalement, les intérêts de classe entre un blanc riche et un noir riche sont absolument les mêmes. Nous faire croire qu'il y aurait une différence d'intérêt de classe justement parce qu'on serait noir ou qu'on serait blanc ou qu'on serait asiatique ou tout ce que vous voulez, c'est faux. Le seul intérêt qui subsiste est un intérêt de classe. Donc forcément l'intérêt, c'est bien pour ça d'ailleurs que toute la corruption et tout le système de la France-Afrique il réussit à subsister et à être pérenne aujourd'hui. D'ailleurs, il s'appuie complètement. Alors ça, on est vraiment dans les réseaux. C'est que tous les présidents africains sont francs-maçons, absolument tous. C'est absolument le Grand Orient d'ailleurs qui a la main sur cette affaire. Et c'est vraiment. Alors là, on est complètement noyauté du début à la fin. En Afrique, on ne peut pas rentrer dans les cercles de pouvoir sans intégrer la franc-maçonnerie. C'est strictement impossible. Donc là, on voit bien l'étendue de ce pouvoir des réseaux. Et donc, voilà, les intérêts sont les mêmes, sont des intérêts de classe. Et en aucun cas, voilà, cette multiplication, comme le voudrait le CRIF, parce que finalement, c'est aussi, c'est toujours dans ce jeu d'action-réaction. Le CRIF a beaucoup de pouvoir, donc on dit en face comment faire pour pouvoir le contrer, c'est de s'organiser à son tour. Et finalement, c'est la réaction à l'action du CRIF de créer des organisations au fur et à mesure pour le contrer. Et c'est vrai que, en plus, lorsqu'on s'attaque au CRIF, vous voyez bien qu'il y a toujours ce chantage à l'antisémitisme. Alors ça commence à être de plus en plus dénoncé. Ça prend de moins en moins, en fait, auprès de la population. Et ça, on l'a vu dans l'affaire du Donné. On a vu que c'est une petite caste, une petite élite qui va encore se contenter de nous faire croire que, évidemment, tout ça est pourri et que c'est l'antisémitisme absolu. Franchement, voilà, il y a encore quelques imbéciles, bien sûr, qui pensent que tout ça est de l'antisémitisme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'antisémitisme dans tous les gens qui sont, qui sont venus défendre Dieudonné. C'est possible, parce que récemment, j'ai vu une affiche
Vous l'avez tous vu pour l'entre-deux tours à Vénissieux, de Gabriac et de Benedetti, là, qui disent oui, qu'ils sont une quenelle dans les urnes. Bon, moi je partage pas du tout, l'opinion de ces gens-là, la vision qui se font de la France. Alors après, comme j'ai dit hier, c'est peut-être que l'union sacrée, c'est peut-être d'aller parler à ces gens-là, mais ça va être très difficile parce que voilà, c'est quand même une expression de gens qui mettent leur meeting, c'est foutons-les dehors en parlant des immigrés. Donc c'est quand même assez difficile d'aller serrer la main et de dire qu'on va pouvoir s'entendre. Mais après tout, s'il faut sauver la France, mais de quelle France s'agit-il? Parce que si c'est pour qu'on aide à virer les banquiers, puis après qu'ils nous demandent de faire nos valises, je ne crois pas qu'on va pouvoir s'entendre. Donc tout est là dans l'histoire des réseaux. Alors vous me dites, le groupe, ça c'est The Buddha, nous dit, le groupe Bilderberg est sans doute le plus puissant des réseaux d'influence qui rassemble des personnalités de tous les pays, les leaders de la politique, l'économie, la finance, les médias, etc., l'armée, les services secrets. Oui, c'est tout à fait vrai. La reine Béatrice, on sait en plus, est très très en pointe. Et puis la Hollande, quand on l'observe, la politique des Pays-Bas, on voit bien que c'est le laboratoire absolu du nouvel ordre mondial. C'est pas pour rien. Vous savez que toutes les nouvelles idées à chaque fois, les nouvelles avancées sociales, ces nouvelles conceptions de la société sont arrivées par la Hollande. C'est pas pour rien que l'Europe, ce petit bout de terre, a une influence. Et d'ailleurs, l'influence, on en avait parlé ici, on l'avait évoqué même avec Pierre Hillard, l'influence de la monarchie hollandaise est très très grande et très méconnue. On a l'impression que c'est la monarchie britannique qui aurait une espèce de grand pouvoir absolu encore. Et pas du tout. La monarchie hollandaise est très très puissante et très influente en Europe. Et justement au travers la société Bilderberg, vous savez, Bilderberg qui tient son nom de l'hôtel, je crois, où ils avaient fait la première réunion et qui est justement en Hollande. C'est pas un hasard. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, quand DSK a voulu réformer la domination du dollar, il s'est fait lyncher par le système, c'est El Chupacabra. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Alors, on n'a pas toutes les preuves de cette affaire, effectivement. Il paraît qu'il enquêtait pour savoir qu'est-ce qu'il y avait à Fort Knox, qu'il aurait découvert qu'il n'y avait plus d'or, que aussi il cherchait à inventer une nouvelle monnaie basée sur l'or et il s'était intéressé au cas de la monnaie libyenne qui était encore une des dernières monnaies indexées sur l'or. Et oui, j'avais eu ces informations-là. Bon, rien, à chaque fois, on n'a pas de preuves absolues sur les dossiers sur lesquels il travaillait. Tout ça est bien sûr confidentiel. Mais il semble évidemment qu'il ait été la victime d'une machination et d'une cabale. Alors une cabale certainement très simple parce que, vous savez, on voit bien que l'homme est facilement quand même influençable. Dès qu'il se retrouve avec une femme, apparemment il ne sait pas se retenir. Donc certainement ça n'a pas été très difficile de tendre un piège, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez étrange ce qui lui est arrivé et qu'on l'ait remplacé de cette façon-là. Alors, au cours d'un sommet de 90 minutes avec deux présidents européens, Herman Van Rompuy et José Manuel Barroso, le chef de la Maison-Blanche a recommandé aux Européens de diversifier les sources d'approvisionnement énergétique afin de réduire leur dépendance avec la Russie. Voilà. Oui, c'est pas étonnant, Baba Orom qui nous dit ça. À chaque fois, les États-Unis sont à la manœuvre. C'est eux qui dirigent. Je veux dire, vous avez cette photo extraordinaire, je vous ai dit, vous voyez, il y avait Obama et Barroso, puis en face, il y a tous les chefs d'État européens assis. C'était au G8, c'était à Camp David, quand ils étaient tous partis à Camp David. C'était une photo extraordinaire. C'était absolument incroyable, surréaliste, j'ai envie de dire. Mais vous savez, ce sont les photos qui, je l'espère, une fois que la libération sera accomplie, par lesquelles les historiens travailleront et démontreront, symboliseront cette domination absolue de tout le continent européen, vassalisé par un empire américain. On voit Obama comme ça, avec Barroso à côté, puis tout le reste de tous les chefs d'État européens, comme une cour d'école, comme des élèves, venus prendre la leçon de leur maître. C'était la symbolique était absolument incroyable, d'une force. Et donc on avait bien le grand maître de l'Empire, le délégué capot, qui on avait délégué le pouvoir, comme les gouverneurs romains, nommés par l'empereur, pour aller
gérer les provinces barbares, et ben donc ça c'est Barroso, et puis en face on a tous les chefs barbares, hein, qui doivent prêter allégeance à l'Empire et se soumettre comme ça devant le grand empereur. Cette photo est d'un parlant, mais incroyable. Et donc, voilà l'état dans lequel, évidemment, un pays comme la France, hein, parce on se targue quand même, on a quand même une grande histoire, un grand passé, une grande culture, être soumis, réduit à un simple vassal, un État sans âme, sans pouvoir, sans personnalité, juste bon à être le pantin d'une grande géopolitique mondiale dans laquelle, en plus, nous agissons à l'inverse de nos intérêts. C'est du suicide. Hein, c'est du véritable suicide, la pente sur laquelle on est engagé. Alors, tu penses quoi de l'avion malaise, CIA, Mossad ou Veni Tantika qui dit ça. Alors ça, on n'a toujours pas de preuves, oui, là on déborde, mais oui, on n'a pas de preuve de cette affaire. Là on parle encore, on peut parler de réseau, mais comment cette affaire est absolument endormie, ça paraît énorme. Alors il y a des informations qui circulent, je pense que vous avez tous lu des articles sur les propriétaires d'un brevet d'une société américaine dans laquelle des chercheurs auraient des parts de brevet, mais si l'un décédait, finalement toutes les parts revenaient à cette société qui appartient apparemment à Jacob Rothschild via une société qui s'appelle Blackstone, etc. Donc c'est très très bizarre. Puis l'avion, effectivement, pour qui s'intéresse et qui connaît un tant soit peu la technique, hein, je ne parle pas d'être pilote d'avion, mais vous savez très bien, on en avait parlé même ici avec Benajam, un pilote d'avion, le transpondeur, c'est-à-dire le radar, hein, qui détecte l'avion, c'est l'avion qui renvoie un signal. Si le pilote ne veut plus, c'est lui qui enlève le transpondeur. Et précisément dans cet avion, quand ils ont perdu le contact, c'est bien le transpondeur qui a été enlevé. Donc c'est bien l'équipage qui a choisi de ne plus émettre. Mais dans ces cas-là, on sait, il y a des procédures, vous le savez très bien. Et les procédures, elles veulent que les radars militaires, eux, continuent à repérer l'avion. D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé, puisqu'on sait qu'il a continué à voler pendant 5 heures. On avait même la direction et tout. Donc pourquoi on n'a pas envoyé des avions, hein? Pourquoi on n'a pas envoyé, comme ça se fait, sans les procédures d'urgence? Pourquoi il n'y a pas eu des avions de chasse à ce moment-là qui décollent et qui vont faire 2 visus? Puis en plus, ils avaient des informations assez bizarres, parce que l'avion a monté très très haut ensuite, quasiment aux limites de ce qui est faisable avec cet avion, et puis il est redescendu subitement. Il y a eu des témoignages on sait, vers les Maldives, hein, qu'on a vu passer un avion à très 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 basse altitude, etc. Donc il se passe des choses bizarres, hein, c'est évident, et puis là, comme par hasard, on nous dit que les débris sont dans une zone. Alors la zone est complètement inaccessible, c'est une des zones les pires de la planète. Il y a des volcans sous-marins, des vagues de 15 mètres, des typhons, des machins, enfin c'est un truc complètement inaccessible. Ils l'appellent, je sais plus, ils ont un nom terrible pour les marins de cette zone, genre l'enfer absolu. Et donc c'est là-bas. Il faut qu'ils aillent là-bas pour récupérer, soi-disant, des débris, des boîtes noires dont on n'est sûr de rien. Donc tout ça pue, évidemment, quoi, hein, on ne va pas se mentir.